Bonjour à tous. Nous allons accueillir Alexiane et Emmanuel pour la dernière conf de l'après-midi dans Kili 12. Alexiane et Emmanuel, je vous laisse la main. Veuillez activer micro-caméra. On part pour 45 minutes. Salut Alexiane. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour cette dernière conf de cette journée d'Agile Grenoble. Nous, avec Emmanuel, on est ravis d'être là. On voulait tout d'abord faire un petit mot aux orgas et les remercier pour vraiment le super boulot qu'ils ont réalisé pour réinventer Agile Grenoble et le faire en mode remote. Et on le dira jamais assez, donc merci vraiment, vraiment aux orgas et à l'immense travail qu'ils ont fait. Et merci aussi également aux sponsors qui, grâce à eux, nous permettent d'être là aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, on va parler de l'agilité dans le monde du matériel. Est-ce un doux rêve ou une belle réalité? Manu, je te laisse commencer par te présenter. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc Emmanuel Etias, je suis coach agile, Scrum Master. Je suis professionnel Scrum Trainer dans la communauté Scrum.org. Je travaille chez Zenica depuis 1 an et demi déjà. Je suis tombé dans l'agilité il y a plus de 15 ans déjà. Je fais partie des papis du CARA. Je suis très heureux de faire cette session avec vous aujourd'hui avec Alexiane. Alexiane, je vais te présenter. Donc, je m'appelle Alexiane. Moi, j'ai un profil un petit peu particulier dans le monde de l'agilité, dans le sens où j'ai toujours travaillé dans le monde du matériel. Je ne viens pas du monde de l'informatique. J'ai travaillé dans de nombreuses entreprises dans le matériel en tant qu'industrialisateur, en tant que planificateur. Et depuis environ 4 ans, j'ai basculé dans le monde de l'agilité grâce à un dénommé Alexandre Boutin. Alors, je ne sais pas s'il participe à la session. S'il est là, je l'en remercie de ce passage dans l'agilité. Et j'ai rejoint Zenica en mai, en plein milieu du confinement. Et j'accompagne des entreprises dans leur transformation agile et beaucoup sur des environnements matériels. Pourquoi, en fait, on a voulu partager avec vous notre expérience qu'on a avec Manu sur l'agilité dans le matériel? C'est qu'en fait, quand on parle de ça, souvent, le feedback qu'on reçoit, c'est « ouais, l'agilité dans le monde du soft, c'est clair, je comprends, il n'y a aucun souci. » Mais dans le matériel, comment on fait? En plus, vu nos contraintes de délai, de coût, vu les investissements, si ça fonctionnait chez l'agilité chez nous, on le saurait. Donc effectivement, on est tenté de dire que c'est un peu du mal à fonctionner. Et l'objectif de cette session, c'est de partager surtout des éléments de contexte, ce qui a été mis en œuvre et surtout les résultats et les bénéfices. On ne va pas trop s'attarder sur des problèmes, on nie pas que ça se fait non sans une certaine difficulté. Mais là, on a envie de mettre en avant les résultats et les façons de faire, les pratiques. Alors, ça va se passer en 3 actes. Avant qu'on démarre, je vais vous partager un lien où Élise peut vous partager un lien. C'est un lien vers un klaxon et on va vous poser 2 questions par rapport au sujet qui nous intéresse. Donc, la première question, quel est votre niveau d'expérience sur l'agilité entre 1 et 5? 1, vous très débutant, et 5, vous avez plus de 10 ans d'expérience. Alors, pour vous connecter au klaxon, juste un pseudo suffit, ce n'est pas la peine de se quantifier. Et la deuxième question, c'est, dans votre contexte, est-ce que vous êtes complètement matériel, il n'y a pas de logiciel, il n'y a que du hardware? Donc, entre 1 et 5, ça veut dire 5, il n'y a que du hardware. Au contraire, si c'est... en fait, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est un pourcentage. 100% de hardware, ou alors 0%, ça veut dire vous êtes dans un contexte uniquement logiciel. Alors, je vous propose de répondre à ces 2 questions, et puis je vais partager en live les résultats. On va laisser un petit peu de temps, ça me permet de
de me rafraîchir. Ok, donc on a 30. Alors, voyons voir un peu les résultats. Niveau d'expérience, plutôt quand même élevé, hein. Très bien. Et on va voir au niveau des contextes. Alors bon tiers que du logiciel. Ok. Top. Très bien, merci. Alors, on va démarrer le premier acte, qui est l'agilité, c'est avant tout une histoire d'équipe. Donc, on va aller explorer un petit peu ce contexte industriel. Alors, déjà, il y a pas mal de métiers qui existent dans ce domaine. Alors, on vous donne des exemples, hein, plus ou moins tirés d'une réalité. Donc, on va retrouver du marketing, de la conception, donc des grandes fonctions comme ça, de l'industrialisation, de la vérification, de la gestion des coûts de produits, etc. Donc, on est en présence avec beaucoup de métiers différents. Deuxièmement, ce n'est pas tout, car dans chaque métier, il peut y avoir des spécialisations. Donc, par exemple, dans la conception, il y en a qui vont être spécialistes de tel ou tel domaine. Alors, encore une fois, ce sont des exemples qu'on vous montre. Par exemple, la mécanique, les capteurs, la coupure. Dans tout ce qui est fabrication, enfin, outillage pour fabriquer des pièces, il y a des gens qui vont être spécialistes dans tout ce qui est tôlerie, tout ce qui est d'autres plastiques, etc. Donc, au final, Là, est-ce que attends, ça va Manu, ça fait quand même vachement de monde, là, tout ce que tu me présentes. Comment on va gérer ça dans le monde de l'agilité? Parce que je sais pas si tu as vu les confs qu'on a eu sur ces 2 jours. Ils parlaient de petits groupes, sinon c'est compliqué de communiquer, d'échanger. C'est chaud là quand même avec tout ce monde. Alors, moi, je vais te faire quand même le retour d'expérience. J'ai fait beaucoup de projets dans le monde du matériel où on n'était pas dans l'agilité. Je vais te montrer un peu comment ça fonctionnait. On va regarder comment on peut faire ensemble. Ça te va? Ça va. Alors, en fait, sur les projets sur lesquels je travaillais, souvent, il y avait une organisation avec un chef de projet à la tête. Et ensuite, rapidement, on découpait par sous-groupe, hein, puisque c'est ce qu'on voit, il faut quand même des plus petits groupes pour animer. Alors, toutes les organisations n'étaient pas exactement ce comme est représenté sur le slide, mais souvent, ça s'en rapproche. D'un côté, un responsable conception, ensuite un responsable industrialisation, un responsable achat. On retrouve des responsables par métier et ensuite des découpages en work package, en sous-ensemble. Donc un leader de sous-ensemble de design et ensuite des designers. Donc ce qu'on aperçoit là, c'est qu'en fait, on a une organisation qui est très silotée par métier. On va avoir une animation multimétier qui est au top de la hiérarchie avec le chef de projet et les responsables métier projet. Et ensuite, on va avoir des animations très silotées par métier. Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, effectivement, ça a des conséquences. Par exemple, on peut imaginer dans cette organisation assez silotée que chaque métier va aller chercher à optimiser son travail. Et, au niveau conception, on va essayer de chercher des choses les plus parfaites possibles. En termes de qualité, la qualité la plus parfaite possible. Le marketing va faire quelque chose qui va essayer d'en mettre un maximum plein la vue. Du coup, effectivement, on est plutôt tenté à essayer d'optimiser le tout. Et là, par rapport à l'agilité, ça coince un peu parce que l'agilité, si je me rappelle, c'est essayer quand même de faire quelque chose de minimal pour peut-être mettre sur le marché plus vite et puis faire certaines économies et mieux gérer les investissements. Alors, je me rappelle que tu m'as dit que, en plus du fait que c'était très siloté, il y a aussi une organisation hiérarchique en place. Hein, c'est bien ça. Hein. Et du coup, comme on peut voir sur la représentation, là, derrière un responsable métier, on va aller avoir un découpage en fait des responsabilités avec des leaders, en fait, des gens qui vont être leaders en premier rang pour prendre certaines décisions et puis qui vont aller jeter donner du travail à des gens, plusieurs personnes qui vont s'approprier souvent, qui ne savent pas forcément effectivement l'objectif de leur travail n'est pas très parlant. Et je t'ai pas tout dit aussi. C'est il y qu'en a fait, autre chose. Ouais, il y a autre chose. Comme tu expliquais, il y a beaucoup de spécialités dans le monde du matériel.
Et ça fait qu'une des conséquences, les gens ne sont pas forcément à 100% sur les projets. Et on va avoir des métiers, notamment les métiers d'industrialisation, où on va avoir des personnes qui sont spécialisées pour industrialiser des pièces plastiques, des pièces tôleries, et qui ont tendance à être, alors j'ai le terme anglais en termes splittés, à être réparties sur plusieurs projets. Et moi, juste une petite anecdote par rapport à ça, par rapport à ce que tu racontais au niveau du nombre d'étages hiérarchiques au sein d'un projet et de ce split, c'est que avant, quand j'étais scheduler, je vais peut-être pas dire régulièrement, mais souvent quand même, il y avait des personnes qui se retrouvaient tout en bas dans cette échelle hiérarchique de projet, des designers, des indus-pièces, qui venaient me voir en disant « Alexiane, je suis paumée ». Là, j'ai le responsable industrialisation, il est venu me voir il y a 4 heures. Et il m'a dit « Bosse là-dessus, c'est urgent, priorité, il faut que tu me le sortes ce soir ». Ok. 2 heures après, j'ai le responsable conception projet qui vient me voir en disant « C'est urgent, priorité, il faut que tu me le sortes pour ce soir ». Évidemment, un autre sujet. Et là, il y a 5 minutes, j'ai le chef de projet qui vient me voir et il me demande encore un 3e sujet. Alexiane, elle est où la vraie priorité? Et ça, véridique, je l'ai eu un certain nombre de fois. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour changer? Peut-être qu'on va essayer de faire des équipes à taille raisonnable, peut-être commencer peut-être à une dizaine de personnes. Ça sera peut-être plus facile à gérer que l'activité de 50 personnes. Donc effectivement, ce que j'ai compris, ce qui a été mis en place, c'était des pilotes en fait, démarrer des projets en assemblant des métiers dans une même équipe. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé le terme work package, donc un sous-élément du produit. Ce qui va être structurant, assez logique, c'est de se dire le produit physique se décompose en différentes parties, de répartir certaines parties sur des équipes et sur d'autres équipes. OK ? Et ensuite, mettre une animation, parce que forcément, on va se poser la question de la synchronisation, et cette synchronisation va s'opérer à une certaine cadence et à une certaine régularité qui sera rythmée par des itérations. Donc au début et fin d'itération, lors des revues, par exemple en fin d'itération, on va aller inspecter ce qu'on a fait et ensuite on va aller s'adapter et en transverse sur les différentes équipes. Et ce que j'ai compris des résultats qui ont été perçus, c'est bien évidemment un changement. Alors pour certains, c'est pas forcément confortable non plus de travailler en équipe, hein. Et globalement, avoir un sentiment d'appartenance dans une équipe, ça permet d'avoir beaucoup plus de sens, meilleure communication et de l'entraide. Et je pense que tu peux compléter le tableau, Alexia. Alors, sur l'expérience, le retour aussi des équipes, c'est au niveau de la vision partagée. En fait, le gros changement dans cette nouvelle organisation, c'est que les doueurs participent à l'animation. On priorise ensemble, on partage ensemble où on va, c'est quoi les prochains challenges. Les gens peuvent expliquer d'un métier sur l'autre en disant tiens, Gérard, j'ai besoin de ça maintenant et j'en ai besoin parce que ceci, cela, il y a une explication et les gens comprennent en fait pourquoi on leur demande de faire cela à ce moment-là. Et au niveau de l'esprit d'équipe, de la vision partagée, on a vu des gains qui étaient vraiment considérables. Et maintenant, si on parlait du 2e acte, quand on parle d'agilité, donc on a vu la notion d'équipe, on parle d'agilité, on dit aussi que c'est des boucles rapides. Alors quand on dit ça, boucle rapide, moi je suis quand même un petit peu embêtée parce que je vais t'expliquer un petit peu, Manu, là, moi je suis dans un contexte matériel, donc là je suis dans une entreprise où on assemble des produits. Et si tu regardes un peu comment ça se passe, on a une première étape où on conçoit. En gros, on a une personne qui fait des jolis plans 3D, 2D, etc. Ensuite, ces pièces-là, moi, l'entreprise, elle n'est pas en capacité de les faire. Donc, on contacte des fournisseurs extérieurs pour avoir des coûts, pour avoir des délais, pour savoir comment on peut le faire. Ça, grosso modo, ça prend un mois. Ensuite, il faut réaliser ces pièces, ces outillages. Là, clairement, suivant le contexte, on peut avoir des choses de 3 à 6 mois.
et le coût des outillages peut être énorme. Il y a des outillages, ça se compte en plusieurs centaines de kilos euros. Ensuite, bien sûr, on a les pièces, on assemble les prototypes et là, on fait les essais. Et de la même façon, on a certains en fait, labos pour faire des essais. C'est des labos qui sont très spécifiques. Si on ne les réserve pas 6 mois à l'avance, eh ben, on n'a plus de place. Alors clairement, quand je présente cette boucle, j'ai bien conscience qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On parlait de notion d'équipe et je pense que c'est important qu'on travaille avec les fournisseurs, avec les labos pour qu'on ait plus une collaboration avec eux et qu'on puisse trouver des solutions pour réduire les délais. Malgré tout, sur les outillages, c'est quand même vachement complexe. Alors oui, il y a des solutions pour faire des prototypages 3D, des choses comme ça. Mais là, tu vois, je suis sur un projet où, en fait, on fait un remplacement de gamme et directement, on va devoir sortir 10 000 produits par mois. Je ne vais pas pouvoir faire des moules provisoires qui vont me sortir 300 pièces par mois, ça ne va pas être possible. Donc moi, quand je vois tout ça, je me dis que l'agilité, les boucles rapides, comment on fait dans le monde du matériel pour sortir régulièrement quelque chose à chaque fin d'itération? Alors, on est foutu. Hein. Bon, en fait, ce que j'ai compris, c'est que on a essayé on a mis en place des itérations et on a mis du rythme, donc une cadence avec toutes les événements Scrum, donc à savoir le plan. Alors, le daily s'est transformé en weekly, c'est-à-dire que les équipes inspectent leurs objectifs, pas tous les jours. Alors, c'est pas interdit de le faire tous les jours, mais au minimum une fois par semaine. Et à la fin du mois, c'est un moment où on a la revue et la rétro. Et le deuxième élément, c'était la story terminée en un mois. Effectivement, ça marche pas. Alors du coup, si on n'y arrive pas, on va s'adapter, c'est-à-dire qu'on va faire des technical stories. Ça va être plutôt des éléments de travail, hein, des activités qui vont aller dans le sprint backlog pour utiliser le langage Scrum des équipes. Du coup, qu'est-ce que ça donne en fait d'avoir mis ça en place donc sur différents pilotes? Moi, ce que j'ai compris, en échangeant avec toi, qu'il y a eu des choses qui ont été perçues, pas vraiment mesurées, mais en tout cas visibles, à la fois par le management et à la fois par les équipes elles-mêmes. Typiquement, l'amélioration continue, le fait de ne pas attendre très tard qu'on aille faire des analyses de post-mortem de projet, mais au contraire, au fil de l'eau, on va parler des vrais problèmes dans les équipes. Ça, c'est important, ça va permettre de trouver des solutions sûrement plus vite. Mais en même temps, ça va être les personnes d'être impliquées et proposer des solutions, quand c'est dans leur zone de contrôle, bien sûr. Et ça va permettre un pivot, c'est-à-dire que ça va plus être le manager qui va résoudre les problèmes, mais ça va être les équipes qui vont prendre le lead dessus. Et qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Il y a un autre bénéfice qu'on a vraiment vu apparaître, c'est à la fin des itérations, on montre ce qu'on a réalisé. Et ça a été vraiment un vrai changement d'état d'esprit. C'est qu'avant, en fait, il y a plus une tendance à parler de problèmes, de risques. Et là, tous les mois, on va se rappeler tout ce qu'on fait. Et ça, il y a vraiment un côté positif pour l'équipe. Parce que notre journée, de toute manière, clairement, c'est résoudre des problèmes, etc. Une fois par mois, se dire, tiens, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. On crante, on avance. Ça met quand même vachement du positif et de la motivation pour continuer. Ça, ce que tu me dis, ça me donne vraiment envie de faire un truc qui n'est pas prévu. Je sors du mode présentation et là j'active une fonctionnalité. Moi, j'aime bien. C'est vraiment de circonstance. Regarde. Ouais, c'est pas mal. C'est la fête. Ok. Et il y a un deuxième aspect également, c'est le rapport avec le management. Régulièrement, quand on était en mode waterfall sur les projets dans lesquels je participais, j'entendais des messages de managers en disant « ça fait 6 mois qu'on parle de ce problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 6 mois ?» Vous serez d'accord avec moi pour dire que niveau motivation pour les équipes, ça ne fait pas super plaisir. Et quand il y a des projets qui sont mis à basculer en agilité, il y a eu un retour du management en disant « waouh, ces projets,
ils délivrent plus que les autres. C'était peut-être vrai. Franchement, je ne serais pas en mesure de vous l'affirmer parce que les projets sont vraiment tous différents dans une même entreprise. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a changé la façon dont on communiquait. Avant, on parlait que des problèmes, des risques. Là, on va passer à un jalon projet parce qu'il y a toujours des process avec les jalons projets. Ouais, mais alors ça, on l'a pas, ça, on l'a pas, ça, on l'a pas, il va falloir faire des renoncements. On est passé de ce mode de communication très négatif à un mode de communication, on dit on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ok, on a des problèmes, mais on va le traiter comme ça et on fait ça, ça, ça. Et ça a apporté, en fait, au niveau du management, davantage de confiance aux équipes. Et l'effet que ça a fait, c'est que petit à petit, ils sont sortis du mode de contrôle-commande, je ne vais pas aller jusque-là, mais ils en ont fait beaucoup moins. Et ça a été vraiment un gros bénéfice qu'on a observé. Et le dernier, ça rejoint en fait la notion d'équipe, c'est qu'on a une instance régulière où toute l'équipe partage sur la vision et les priorités. Le troisième acte qu'on voulait vous illustrer avec le monde du matériel, on fait une conf agile, on va quand même penser aux clients. Pourquoi on fait un produit? L'idée, c'est de livrer régulièrement quelque chose aux clients. Alors, dans le monde du soft, c'est quand même plus simple. On a un petit bouton qui peut apparaître en disant « Télécharger la nouvelle version du logiciel ». Comment ça se passe en fait au niveau du matériel? On a voulu vous l'illustrer avec 3 cas d'entreprises locales sur le bassin grenoblois. Je fais de la pub pour les entreprises du bassin grenoblois. En fait, comment ça se passe dans le monde du matériel? L'idée, l'esprit, c'est de se dire « Ok, on va délivrer une V1. Au niveau de la V2, est-ce que le client qui a acheté la V1 pourra en bénéficier ou pas ?» Alors, si on prend l'exemple de l'entreprise Schneider Electric, donc là, c'est un disjoncteur moyenne tension. Oui, parfois, le client va pouvoir avoir accès à la V2 si c'est des certaines options. Par exemple, si d'un coup, l'option, c'est raccordement des câbles vers le haut, il va pouvoir, par un système de plug and play, si l'architecture, elle est faite, il va pouvoir bénéficier de la V2. Si on regarde l'exemple de Petzl, si on s'achète un baudrier, clairement, Petzl va nous en sortir une V2. Ben là, non, le client qui a acheté la V1 ne va pas pouvoir en bénéficier. Et le troisième exemple, c'est ST Microélectronique. Au niveau des microcontrôleurs ou des microprocesseurs, ce n'est pas vendu en tant que tel auprès du client. C'est réutilisé, c'est assemblé dans un lave-linge, dans une voiture, etc. Donc, de la même façon, si on sort une V2, le client qui a acheté la V1 ne pourra pas en bénéficier. En fait, quand on parle de l'incrémental dans le monde du matériel, on n'est plus sur une notion d'élargir le marché que de pouvoir en faire bénéficier les clients qui ont acheté les précédentes versions. Et quels sont les effets pour toi, Manu, de ce contexte? Ben, si je comprends bien, du coup, quand on travaille sur un produit, en fait, on ne va pas livrer les clients actuels, on va travailler sur les nouveaux clients. Et du coup, vu les délais aussi qu'on a, si on oublie de mettre une fonctionnalité, il va falloir attendre très longtemps pour servir le client. Hein. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera peut-être ses enfants qui utiliseront la fonctionnalité. Alors du coup, effectivement, cette espèce de fenêtre de tir, en fait, qu'il ne faut pas louper, ça crée des... Alors, c'est ce qu'on voit aussi dans le logiciel. Hein, mais là, ce que j'ai compris, c'est que pareil, dans les contextes industriels, eh bien, il y a cette fenêtre de tir fait que si on ne met pas cette fonctionnalité maintenant, on la mettra jamais. Donc, on appelle ça l'effet liste au Père Noël. Donc, si on ne met pas cette fonctionnalité tout de suite, on risque de pas l'avoir. Donc, on met beaucoup de choses. Et encore une fois, on veut faire un MVP, un minimal valuable product. C'est un peu l'exercice est un peu difficile là dans ce cas-là. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand je regarde le concret, la réalité du terrain, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait,
si dans le matériel, on est quand même capable de déscoper. Moi, la première illustration que je voulais vous faire, et je pense que ça a parlé à un certain nombre de personnes, quand on arrive à la fin du projet, de toute manière, on a communiqué, on a fait des pubs, on n'a pas le choix, on ne peut pas reculer la date. Et bien d'un coup, à la fin du projet, hop, on enlève les features. Il y a des caractéristiques, on se dit, bah tant pis, ça sera la version d'après. De toute manière, on n'a pas le choix, c'est pas prêt, il faut qu'on sorte. Et en fait, on va être capable de déscoper, mais en mode subi. Et une deuxième illustration que j'ai aussi vécue sur des projets, c'est qu'en fait, bah voilà, le projet il démarre, on construit petit à petit, et au fur et à mesure, on est de plus en plus mature sur le coût produit. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que, oups, bah, le coût produit, il est largement supérieur au coût target. Et si on reste comme ça, de toute manière, on n'arrivera jamais à le vendre. Donc, il va falloir également qu'on revoie notre liste au Père Noël et qu'on enlève des choses, puisque à la fin, on n'arrivera pas à le vendre. Et donc, de la même façon, on fait un déscopage en mode subi. Il n'y a pas moyen de le faire dès le départ, ça? Bah oui. Oui. Pourquoi attendre le dernier moment dans le stress? Donc là, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de mettre un peu plus de décision en amont du cycle et de travailler sur trois façons pour améliorer notre définition du MVP et mieux contrôler les risques qui y sont associés. Donc, la première façon, réside sur le fait de faire des démos régulièrement avec ses clients et des démos non fonctionnelles. Alors vous me direz, c'est bizarre parce que le manifeste agile, working software, c'est super important de montrer quelque chose. Mais là, vous comprenez bien que le produit fini va arriver très tard. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de chercher quelque chose qui est le plus ressemblant. Alors peut-être des prototypes, des maquettes. Et là, on peut voir des tas de choses qui ont émergé, comme des choses en carton et aussi en papier. Et ça me parle, moi, qui viens plus du soft, parce que il existe le paper prototyping. Ça, c'est une bonne façon de tester des IHM à moindre coût et voir et apprendre par interaction avec des clients, apprendre des choses des fois surprenantes. Hein. Je pense que tu avais une histoire. Et ça, je pense que c'est surtout, enfin, c'est pas surtout, mais en tout cas, c'est très intéressant dans le monde du matériel de faire des démos non fonctionnelles. Parce que c'est ce qu'on illustrait, c'est qu'il y a énormément de coûts en termes de planning, en termes de monnaie. Et en fait, de faire des démos fonctionnelles, ça permet de se rassurer au plus tôt et de savoir si la feature c'est intéressante ou pas. Et moi, je voulais vous partager une petite anecdote. C'est sur un appareil, en fait, on avait prévu de développer une caractéristique, c'était un voyant pour que le client puisse voir dans quel état était l'appareil, donc un appareil électrique. Et en fait, la démo s'est faite sur une façon très simple, des gommettes. Et ça a été génial, c'est qu'en fait, on s'est aperçu quand on a fait la démo client que de toute manière, une fois qu'il était installé, il y avait une porte devant cet appareil. C'est ballot. C'est ballot, hein. Mais au moins, ça nous a permis directement de savoir, stop, ça, il n'y en a pas besoin, le client, ça ne sert à rien. Et on a réussi à savoir ça sans investir énormément de sous, des gommettes, ça va, hein, et en termes de temps également. Et donc, c'est pour ça que c'est super important dans le monde du matériel de tester de manière non fonctionnelle au plus tôt pour limiter les risques d'investissement financier et d'investissement timing. On avait parlé de 3 façons, hein, c'est ça? Donc ça, Alors, il y a une deuxième façon pour rebondir sur l'aspect de l'investissement timing et de l'investissement budgétaire. Ce qui est important, encore plus dans le monde du matériel, c'est de réfléchir à une stratégie de démo client. Quand est-ce qu'on va démontrer quelles caractéristiques? Alors évidemment, à quel client? Et en termes de priorisation, c'est important de ne pas prendre en compte que la partie business value, mais vraiment de la pondérer avec d'autres éléments. Est-ce que cette caractéristique,
suivant le retour que je vais avoir du client, peut avoir un impact très fort sur l'architecture de mon produit? Est-ce que ça peut avoir un impact très fort sur l'industrialisation des pièces, sur le choix de la supply chain, de la ligne d'assemblage? Comme on a vu, on a des coûts qui sont énormes. On parlait d'un coût d'un outillage qui peut être supérieur à 100 000 €. On n'a pas parlé des lignes d'assemblage où là, on parle plus de millions d'euros. Donc en fait, c'est super important de se poser, de réfléchir clairement en disant qu'est-ce qu'on veut montrer quand, en prenant en compte ces données-là pour limiter au maximum les risques que si on a un feedback qui est négatif, qui ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé, on ait énormément de choses à défaire. Alors après, j'entends aussi beaucoup dire, c'est oui, mais ça, le risque, il existe encore. Et c'est vrai, le risque existe. Et clairement, quand on fait des démos auprès du client, oui, il y a un risque que le client il nous dise non, on ne le veut pas et qu'on ait des centaines de kilos euros à jeter. Mais de toutes les manières, qu'on les jette maintenant ou qu'on les jette à la fin du produit, le client, il ne le veut pas. Donc, plus tôt on le sait, mieux c'est. Ça limite quand même l'investissement qu'on va faire et qu'il faudra de toutes les façons jeter parce que le marché a changé, on n'a pas compris le besoin, enfin, peu importe la raison. Le constat, c'est que voilà, ce qu'on a développé, ce qu'on a pensé développer, ça ne correspond pas. Et après, il y avait un troisième élément qui est très important aussi, c'est qu'en fait, quand on conçoit le produit, ce qu'il faut vraiment avoir en tête dès le départ, c'est d'essayer d'avoir une architecture, de concevoir de manière globale le plus modulable possible. Alors, j'ai bien conscience en disant ça que ce n'est pas possible dans tous les contextes, dans toutes les situations. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce mindset derrière à essayer d'être le plus modulable. Donc, quand je dis modulable, c'est au niveau de l'architecture pour pouvoir faire des choses un petit peu dans l'esprit plug and play. Ça va être au niveau de la ligne d'assemblage pour pouvoir en fait faire évoluer la ligne d'assemblage, alors soit par rapport à un ramp-up de volume, soit par rapport à des nouvelles fonctionnalités qu'on va sortir. Au niveau des outillages de pièces, maintenant, il y a des choses qui existent qui sont super. Des moules de pièces, maintenant, il y a des moules où en fait, il y a comme des cavités en plug and play. Et donc, au lieu de jeter entièrement le moule et de le refaire entièrement, il y a juste une petite cavité, hop, on la jette et on la remet. Donc, en termes de coût, en termes de timing, c'est un gain qui est énorme. Après, voilà, la modularité, c'est aussi au niveau des moyens de contrôle, c'est sur tous les aspects de réalisation. Et ça, ce qui est très important, c'est qu'on arrivera à la modularité uniquement si on a un vrai travail en mode collaboration. C'est ce que Manu expliquait au départ. Le fait d'avoir tout le monde ensemble, ça va nous permettre de trouver un optimum commun. Et ça, c'est la clé pour réussir à faire des choses, de concevoir de manière beaucoup plus modulaire. Alors, on est à la fin. Avant de terminer, on voulait vous partager notre retour, notre conclusion sur l'agilité dans le monde du matériel. Est-ce que c'est un doux rêve ou une belle réalité? Alors, la première clé... Vas-y, Manu. Si vous êtes allergique aux roses, éteignez, hein, ne regardez pas trop la suite. Donc, la première chose, en fait, qu'on voulait vous faire passer, c'est suivre vos rêves. Et ce qui tombe bien, en fait, c'est que souvent, on ne rêve pas de méthodologie. Et vous l'avez perçu, en fait, l'agilité dans le matériel, on ne va pas pouvoir faire un plug and play de méthodologie. Nous, ce qu'on vous invite davantage, c'est réfléchir à ce que vous voulez atteindre. De la même façon, l'agilité n'est pas un objectif en tant que tel. Donc, réfléchissez, enfin, en tout cas, c'est une invitation, réfléchissez à ce que vous voulez atteindre, quels sont les bénéfices que vous voulez avoir, quel est le mindset que vous voulez voir vivre. Et ensuite, cherchez à mettre en place les pratiques qui correspondent. Pour compléter, un message important, et c'est ce qui a été fait, c'est qu'on propose des pratiques
et on laisse les équipes adhérer à ces pratiques, c'est-à-dire que ça prend du temps, mais c'est important que les personnes dans les équipes adoptent et s'approprient cette fameuse transformation agile. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir du haut. Et on vous laisse sur cette belle phrase philosophique de Walt Disney. C'est la fin de journée, hein, on se met un petit peu de fun. Comme quoi, voilà, les rêves, il faut y croire pour que ça devienne des jolies réalités. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a du timing pour répondre aux questions. Waouh, bravo Alexiane et Emmanuel. Bravo, ça fait chapeau. Du coup, la première question qui a recueilli le plus de votes, c'est en termes de répartition du travail, charge de travail, cela veut-il dire que tout le monde passe à 100% sur un projet alors qu'auparavant les personnes étaient multi-projets? Alors là, clairement, en fait, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est ce qu'on souhaiterait tendre, c'est que les gens soient, alors pas forcément à 100%. Déjà, si elles étaient à 50, tous à 50%, ce serait magique. Et avoir aussi des personnes qui sont des équipes stables. Après, en fait, pour avoir des personnes à 100%, vous avez compris, il y a énormément de spécialités différentes. Donc, il y a vraiment un changement en termes de ressources humaines au niveau des entreprises pour qu'on sorte du monde spécialiste et que petit à petit, on arrive à avoir des gens qui sont davantage pluridisciplinaires. Donc, petit à petit, c'est ce qu'on cherche à faire, à avoir des personnes qui sont là, en fait, ce qu'on s'est mis comme objectif, c'est maximum 2 projets. On n'a pas parlé du cas avec Manu, là, on est en train de coacher un projet où juste la petite blague, quand on a demandé la première fois la répartition, j'ai vu apparaître 2%. Une personne était affectée sur le projet à 2%. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un gap à franchir. Donc, on n'est pas encore dans... Enfin, on croit en nos rêves, mais on se met quand même étape par étape et on se dit déjà, si toutes les personnes étaient que à 2 projets, ce serait chouette. Merci Alexiane. Alors, tu as une question de Adrien. Apple a-t-il tout compris en réussissant à vendre des nouveaux appareils tous les 6 mois à leurs anciens clients? Alors, c'est un peu difficile pour nous de répondre parce qu'on n'est pas Apple. Voilà. Non. Ok. Les personnes du marketing sont-elles dans les équipes ou n'y a-t-il que des personnes techniques? Ah, ça, j'adore cette question. Alors, en fait, moi, souvent, ce que j'ai constaté en accompagnant les équipes, c'est que les personnes du marketing sont vues comme clients et se positionnent parfois en tant que clients de l'équipe. Et en fait, on travaille de manière très forte à ce que ça soit un membre à part entière de l'équipe et qu'on travaille en fait, que tout le monde travaille quand on parle de collaboration et qu'il faut trouver des compromis, des solutions, des échanges ensemble, c'est hyper important qu'elle soit partie prenante. Vas-y Manu. Je peux donner un exemple. Premier projet pilote en phase amont. Il y avait donc tous les métiers dans la salle. Et puis, il y avait le marketing. Et puis, il y a quelqu'un d'assez leader technique, tout ça. Et puis, on fait un premier plan. Donc, c'est-à-dire qu'on planifie, on définit un objectif à 1 mois. C'est vraiment le démarrage. Le démarrage. Et puis, à un moment donné, il y a les tensions, tout ça. Et je vois, il y a l'ingénieur qui dit tout de suite, oui, mais j'ai besoin de spec, il faut définir le besoin. Et alors, calme-toi, calme-toi. Et du coup, et après on dit, mais on va travailler un peu différemment, on va accepter un peu plus d'incertitude. Et oui, la personne du marketing, justement, de quoi tu as besoin à ton niveau, et le marketing aussi va essayer de satisfaire ses besoins. Donc, ça a très très bien filé par la suite. Mais on sentait que c'était quelque chose de nouveau. Merci Emmanuel. Qu'est-ce qui a motivé le changement de mode de fonctionnement et qui a sponsorisé? Alors, c'est une question aussi super intéressante. Moi, je suis vraiment convaincue que c'est nécessaire d'avoir un sponsor fort du management. Si on n'a pas ce sponsor pour essayer, pour tester, en fait, on est sur un vrai changement de mindset. Ça prend du temps. On ne va pas avoir les résultats de manière immédiate. Et donc, si on n'a pas le management qui
qui est prêt à se lancer, à essayer. C'est très compliqué. Il y avait le début de la première phrase que j'avoue, j'ai oublié. C'est qui est le sponsor? Moi, je peux répondre juste pour un certain contexte. Clairement, le sponsor, c'était au niveau management et la demande venait des RH. Et voilà, un peu l'attente était que peut-être que l'agilité allait pouvoir peut-être aider. Alors, bien sûr, il y a énormément d'attentes irraisonnables derrière l'agilité, mais il y avait une composante humaine à essayer peut-être d'avoir un peu plus de confiance et de transparence dans l'entité. Ok. L'agilité est systématiquement la solution dans le monde matériel selon vous? Exemple, niveau d'incertitude versus force faible. Versus faible. Alors, moi déjà, je me dis, enfin, ce que ça me fait penser, cette question, c'est que ça dépend quelle problématique on veut soulever. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? L'agilité, pour moi, c'est pas un objectif en tant que tel. Donc, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut atteindre et ensuite, on va voir si l'agilité, bah, ça peut permettre ou pas d'y répondre. Moi, je dirais que c'est plus peut-être les principes les principes empiriques. Ben, en fait, ils marchent justement quand il y a la certitude suffisante. Donc, on est plus dans le design, dans des activités humaines de conception et aussi de découverte de quel est le bon produit, etc. Quels sont avec les risques associés aussi, est-ce qu'on sait le faire et comment on sait le faire. Après, ce qui est juste vraiment de produire, là, ça sera plus du lean manufacturing, comment on peut réduire les taux de défaut, je pense que c'est complémentaire, mais peut-être l'agilité dont on amène, nous, elle est plus dans des phases d'inception, pas forcément de production. Ok, une petite dernière. Ah, on en a une qui s'est rajoutée en vol. Une question, l'agilité est-elle réservée à certains types de projets, incrémental versus rupture? Bon, en fait, l'agilité, c'est assez vaste, en fait. L'agilité, c'est un ensemble de trucs très, très variés. Donc, je suis mal à l'aise à pouvoir répondre à cette question. Peut-être la personne, si elle veut monter sur l'estrade, je ne sais pas quel temps il nous reste, en fait. Officiellement 2 minutes. Ouais, non, ça va être un peu rapide. Pour moi, l'agilité, enfin, c'était le premier acte, ça apporte déjà beaucoup de valeur sur la notion de l'humain. Pour moi, tous les projets, c'est des hommes et des femmes, enfin, et c'est super intéressant d'investir sur les humains pour qu'il y ait une meilleure collaboration, qu'on partage du sens, qu'on partage une vision, et ça peut apporter pour moi que du positif. Après, sur les aspects incrémental, rupture, on a des contextes, on l'a dit, d'investissement coût, d'investissement planning qui prennent du temps, mais il y a moyen de faire des belles choses. Alors, j'adore la question, la dernière, enfin celle qui est tout en haut. J'adore parce qu'effectivement, le but, c'est pas d'être complètement stupide, de dire ouais, on va mettre un meeting à 9h, ouais, super, on est les rois du monde. Non, en fait, l'agilité, en fait, je pense qu'il ne faut pas y poser la question de dire mais comment dire, il faut plutôt pas se poser la question de quelle agilité je veux faire, c'est plutôt quels sont les problèmes que je veux résoudre, indépendamment de l'agilité. Et les personnes, souvent, ont des défis, et souvent, il y a des réponses, justement, dans certaines pratiques, mais aller voir les gens et s'intéresser à quels sont leurs défis et comment résoudre les problèmes très pratiques, je pense que si on fait ça, sans forcément parler d'agile ou de framework ou d'autres choses, de gros mots, je pense que c'est simplement ça, de donner les moyens aux personnes d'être fières de ce qu'elles font et d'aller ensemble quelque part, en fait. Vous voyez? Voilà. J'aime bien cette question-là. Merci Emmanuel. Est-ce que tu te sens de répondre à la dernière question? On parle de pluridisciplinarité, mais la réalité est qu'il y a une spécialisation de testeurs, de dev, front-back dans les équipes. Est-ce un risque aussi dans le monde matériel? Alors moi, je le vis différemment, en fait. Dans le monde du matériel, on essaie justement de sortir de ce monde de la spécialisation.
il y a eu il y a quelque temps cette époque où on est passé en mode vraiment spécialité sur, alors c'est ce que je disais, hein, spécialité pour les indus qui s'occupent des pièces plastiques, des pièces tôleries. Il y a vraiment des métiers très très spécifiques. Et là, je sais qu'il y a un effort qui est fait pour sortir de ça et de s'en sortir. Donc moi, je vois plus la tendance inverse côté matériel. Alors, à une réserve, à un bémol près, que souvent il y a un mythe qui consiste à dire on voudrait, l'agilité va faire en sorte que les gens sont interchangeables. Et ça, il faut pas. Il y a même des termes qui sont utilisés. Les gens doivent être fungible ou des choses comme ça. Effectivement, c'est intéressant de développer certaines compétences, mais il faut toujours que ce soit aussi par rapport à un projet humain. C'est-à-dire que c'est la personne, elle est c'est OK pour elle de travailler ça. Donc, il y a peut-être des gens qui ne vont pas s'y retrouver. Donc, voilà. Faut pas non plus aller à l'encontre des personnes et de leur motivation. Ok, je crois qu'on a passé toutes les questions. On est dans le timing. Merci énormément Alexiane et Emmanuel. Vous clôturez la dernière conf d'Agile Grenoble. Donc merci à tous pour votre présence et votre énergie. Ne partez pas, un petit mot d'au revoir va être dit par l'équipe Orga dans l'Atrium. Donc restez encore un petit peu avec nous et on se retrouve dans l'Atrium. Et n'hésitez pas à mettre des feedbacks pour la conf Alexiane et Emmanuel dans le rôti. Moi, je vous ai remis le lien dans le chat et vous l'avez aussi sur le partage. Voilà. Alexiane. Merci Alexiane et Emmanuel. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.